Bonjour, nous sommes donc de retour sur le plateau de Canal Réel. Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival. Et nous serons rejoints successivement par les trois réalisateurs des films que vous venez de voir. Je voudrais d'abord vous remercier, John Smith, d'être présent aujourd'hui avec nous. Hello, John Smith, and thank you for being with us today. Depuis votre studio à Londres. You're in your studio in London? That's right, yes. Still in lockdown here. Effectivement, oui, on est toujours en confinement ici. Catherine a parlé d'un film de confinement, mais c'est en fait un film que vous avez commencé avant ça et auquel le confinement a donné raison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez réalisé ce film? Catherine spoke about a lockdown film, but it was in fact a project that you began before lockdown, and in a way the lockdown came to justify it. Can you tell us about the circumstances in which this project came to be? Yes, of course. The film was actually shot from my bedroom window of my house. Every shot is from this one place. And I have lived in this house for 17 years, and I've always wanted to make a film based on the view from my window. I was originally interested in the changes in light on the architecture. Oui, effectivement, c'est un film qui a été filmé depuis la fenêtre de ma maison. Et ça fait 17 ans que j'ai envie de faire un film depuis cette fenêtre. J'étais tout d'abord intéressée par les changements de lumière qu'il y a sur l'architecture. But the view from the window, as you'll see from the film, is of the City of London, the business centre of the City of London. So although I was initially interested in the aesthetics of the image, I felt a need to actually critique what that city, what these buildings represents, particularly in the neoliberal times that we now inhabit. Et comme vous le voyez dans le film, la vue est en fait une vue de la City de Londres, du quartier d'affaires. Et même si au départ j'ai été intéressée par l'esthétique de l'image, je suis rapidement devenue beaucoup plus préoccupée par ce que représente l'aspect néolibéral de cette cité. So this need and desire to create a socio-political context for what we're looking at was what stopped me from making the film for a long period of time. But then when Boris Johnson, unfortunately, won the last general election with a big majority, I decided that this was a point that I wanted to actually start making the film. And to begin with, I just was interested in making something. I wasn't quite clear exactly what I was going to say. I knew there was going to be some critique of the connection between government and business, and I knew that I wanted to suggest that the centre of power had shifted from Parliament to the city, but I wasn't really sure exactly how I was going to do that when I started filming. Donc cet aspect, ce besoin de créer le contexte socio-politique autour de ces images m'a d'abord freiné en quelque sorte dans le projet, et puis avec l'élection de Boris Johnson, avec une très vaste majorité aux élections, a créé ce déclic qui a fait que j'ai su que je voulais faire ce film. Et à vrai dire, au départ, je n'étais pas tout à fait sûre de ce que je voulais dire, mais je savais que je voudrais avoir ce propos critique sur le rapport entre le gouvernement et le monde des affaires, et sur un changement de pouvoir qui est passé du Parlement au centre des affaires de Londres. So I started filming in early February, before we were really, certainly in this country, really aware of how serious the threat of COVID was going to be. But a little while after I started filming, I heard this extraordinary speech by Boris Johnson, which he made to business leaders in London, where he basically was looking at COVID as being a positive advantage for business. And he was saying, well, while the rest of the world worries about this silly little illness called COVID, coronavirus,
we can get on with our trading and take advantage of the situation. So at that point, I realized that, this is definitely really brings the ideas that I want to work with together. And from that point onwards, I focused on the government's handling of coronavirus and how that was largely led by economic concerns rather than concerns for the health of the public. Donc j'ai en fait commencé à filmer en février, bien avant qu'on ait pris la pleine mesure de l'impact du Covid, notamment ici en Angleterre. Et puis il y a eu ce discours fait par Boris Johnson devant des dirigeants du monde des affaires au sujet du Covid, dans lequel il présentait en quelque sorte la pandémie comme un avantage et une occasion pendant que le reste du monde était en train de paniquer. Eux pouvaient continuer à faire des affaires. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai su que je voulais me concentrer sur la façon dont le gouvernement allait gérer cette crise. Alors le film est traversé par des moments satiriques mais aussi très irréels et qui commence avec donc cette citation de Boris Johnson que vous faites revenir au début du film sur le Royaume-Uni qui enlèverait ses vêtements de Clark Kent pour devenir le Superman du commerce. Et bien sûr, le plus irréel dans le film, c'est évidemment la présence de la City qui fait penser à la cité d'émeraude du magicien d'Oz. Je me demandais si cet aspect de mirage capitaliste avait été quelque chose auquel vous aviez réfléchi durant tous ces mois de confinement. So there's a strong aspect of something unreal that comes across throughout the film. And that's introduced by the interview with Boris Johnson, where he says that the UK should take off their Clark Kent glasses and put on their Superman costume. And another aspect of this irreality would be the city itself, which stands like a sort of emerald city, like in The Wizard of Oz. Is this aspect of a capitalistic illusion or a mirage something that you thought about when you were making the movie? Absolutely, and it's something that I thought about before the subject of the film became focused, because I was interested in the unreality of this view and also, I guess, what it represents in the kind of capitalist imagination. I mean, this bizarre competition of architecture. One building has to be taller than another, or everything has to be a new shape or bigger than the one before. It's a kind of ostentatious display of decadence, as far as I can see. And of course, while I look from my window in the East End of London out at these office buildings with many, many thousands and thousands of windows staring back at me, I can't help but think about the problem of housing for people in this country who many people cannot even afford to, rent a reasonable place to live in. So I was very interested in the contrast between the reality of what it's like to live in London in 2020 and the fantasy of what is presented by the facade of the business centre. But to me, the floating over the rooftops, the city looks like a mirage, as you said. Oui, cette question de l'irréalité est quelque chose à laquelle j'avais déjà réfléchi avant même que le sujet du film, le propos du film s'éclaircisse pleinement pour moi. Notamment, j'avais réfléchi aussi à l'aspect, est-ce que ça représente cette irréalité, ce mirage dans l'imaginaire capitaliste, et aussi d'un point de vue architectural, ce besoin toujours de construire des bâtiments nouveaux et toujours plus grands et toujours plus ostentatoires. Donc cet aspect-là aussi m'intéressait par rapport au contraste très important de ce que c'est que la vie à Londres en 2020 et ce que c'est que de ne pas pouvoir se loger, d'avoir des difficultés de ce type. Donc tout ça, effectivement, le contraste m'intéressait particulièrement par rapport à ce fantasme, cette façade qui est représentée par la cité, qui crée ce mirage capitaliste, comme vous dites. Il y a
quelque chose auquel les spectateurs du monde entier peuvent se rapporter en voyant votre film, qui est une espèce de, disons, de revanche cinématographique sur la manière dont les dirigeants ont géré cette crise. Et en même temps, on est bien obligé de réaliser qu'aujourd'hui la politique a un peu changé. Et vous êtes un cinéaste qui est plutôt considéré comme humoristique, excentrique, d'avant-garde bien sûr. Mais je me demandais si il était encore possible aujourd'hui d'utiliser la satire face à des gens qui se comportent un peu comme des clowns. Et je pense à Boris Johnson autant qu'à Donald Trump. There's an aspect of filmic revenge about your film in the way that it addresses the way that this crisis was handled by governments. But at the same time, politics has undeniably changed, and you're somebody who's known for his satirical approach, sometimes a humoristic approach to politics. Is that still something that you can do today when you're facing politicians who are more and more whose attitude is clown-like? And I'm thinking of Boris Johnson as well as Donald Trump, for instance. It is difficult, and of course, what one doesn't want to do is actually add to the sense of their self-image, and I think this is a problematic thing. I have actually made another film called COVID Messages, which is based on Boris Johnson's press conferences, where I'm sort of faced with this dilemma again. But I'm not sure what the best way to actually tackle the situation is. But I do feel that if there is, I hope that if one introduces these ideas in an unconventional way, in a way which maybe is not necessarily familiar, maybe also including humor, then the kind of horror actually can be reinforced by the contrast between the different elements of the film. I like to make work which in some sense is disorientating, so that we have to kind of basically it makes us think about what we're looking at and ask questions about what we're looking at. Oui, c'est effectivement difficile. On n'a pas envie de rempiler et d'accentuer ce rapport à leur propre image qu'ils ont. Et j'ai fait un autre film d'ailleurs qui s'appelle COVID Messages, où cette question m'est aussi apparue. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon d'approcher ce problème. J'ai néanmoins le sentiment que en approchant ces personnes d'une manière nouvelle, et ça peut être avec humour, mais d'une manière qui n'est pas familière aux spectateurs, ça permet de les désorienter en quelque sorte, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, désorienter le spectateur pour qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il est en train de voir. Depuis The Girl Chewing Gum en 1976, un film très connu de vous, et où vous présentez la réalité ironiquement comme quelque chose de mise en scène, vous accueillez, disons, vos films accueillent naturellement l'idée de sérendipité. Donc, quand quelque chose se passe, il se trouve une place naturelle dans vos films. Est-ce que vous pourriez, peut-être, pour terminer, parler de certaines des choses extraordinaires qui sont arrivées pendant le tournage de ce film et qui vous ont donné un petit peu raison? Je pense notamment à cette illumination de la City qui a l'air presque fausse, en fait, presque faite au montage. Since your 1976 film, The Girl Chewing Gum, where reality is seen as staged in a way, we can say that serendipity has become an important factor in your work. Can you talk about how all these how this aspect is also present in this film, all the things that happened and that sort of justify this idea of serendipity? And I'm thinking of the way, for instance, that the city lights up and almost it seems almost fake. It seems like something done in editing. Mm-hmm, mm-hmm.
Yeah, well, I generally work over quite a long period of time. In fact, this particular film was made, believe it or not, a bit quicker than many of my films. It was made over only about 4 or 5 months, which is quite a short time for me. And I usually, I don't usually start, well, I very rarely start with a script for a film. I'm not really quite sure where it will go. And the work usually develops over the course of filming. So I will very often film some material and then start to look at it, start to edit it, and allow things that are suggested by the material I've gathered or the things that accidentally happened in front of the camera. And those things tend to shape the way, the direction of the work. Oui, effectivement. Excusez-moi. C'était quoi les... Can you repeat il tourne just the beginning? Il tourne ses films sur une longue Ah période. oui, c'est vrai, excusez-moi. Je filme effectivement souvent sur un temps très long et pour celui-ci ça a été en fait beaucoup plus rapide que d'habitude. En quelque sorte ça a été seulement sur 4 ou 5 mois que j'ai pu réaliser le film et après le travail se fait au fur et à mesure. Je me sers vraiment du pouvoir suggestif du matériau et c'est un travail qui se fait avec le montage et avec la réalisation qui se nourrit lui-même. Okay, so I had my camera set up with a tripod which was fixed very strongly to the floor. I think for maybe about 3 months, and I did this in order to film exactly the same framing, the wide shot that we see of the city, over a long period of time. And as I said before, I was interested in the changes in light. But one night I went up to my room and I was just about to go to bed and I looked out of the window and I was amazed to see that every light in the new building, which had just been completed in the center of the frame, was on. So this building was like a beacon, a shining light over everything around it. And I thought, this is incredible light pollution. And why is this happening at 2 o'clock in the morning? It was a very, very surreal experience. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fixé un trépied de manière très ferme au sol parce que je voulais garder ce cadre puisque j'étais intéressée par les changements de lumière sur la City. Et un soir, en allant me coucher, je me suis rendu compte tout d'un coup de l'illumination de ce nouveau bâtiment qui venait d'être construit et qui faisait un effet comme un phare qui illuminait vraiment toute la ville. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, toute cette pollution lumineuse à 2 heures du matin, c'était tout à fait irréel. Okay, and can I just continue? Sure. So I noticed that these lights were just amazing. And then as I watched, all of a sudden, they all went off in a kind of cycle from the top of the building to the bottom. And it went into darkness, and then they came on again. I subsequently found out that it was the electricians testing the lights. But the thing that was interesting to me was that I'd already decided that the voice of Boris Johnson was going to come from the city. And when I saw this thing happen with the lights, it reminded me of a digital audio meter. So I thought, okay, I can edit this movement of the light to match Boris Johnson's voice to give an indication that the light is responding to his voice. And of course, this cements the relationship between the voice and the place. Et alors que je regardais, d'un coup, je me suis rendu compte que progressivement, les lumières s'éteignaient de haut en bas, puis se rallumaient, comme ça en un cycle. Et plus tard, j'ai appris que c'était en fait les électriciens qui faisaient des tests de lumière, mais j'avais déjà décidé que la voix de Boris Johnson proviendrait de la cité. Donc j'ai eu cette idée comme ça d'associer les deux, et ça m'a permis de renforcer encore l'idée de l'association entre le gouvernement et le monde des affaires. And this change in this situation that I filmed, then that led to the next idea that came about, which was to make the lights in people's houses respond to the lights coming from Boris Johnson. So this was what
suggested to me the idea of making the lights in houses come on in Morse code to signal SOS in Morse code. So it suggests that people were a little anxious about the situation of being told to go back to work at this moment in time. Et c'est ça qui m'a donné également l'idée donc de faire en réponse à cette lumière de Boris Johnson, d'allumer et d'éteindre les lumières dans les maisons résidentielles autour. En code Morse, pour faire des SOS, de manière à suggérer la légère inquiétude des habitants dès qu'on leur a dit de retourner au travail. So this element of chance and synchronicity is something which, to me, is the most exciting thing about filmmaking. I don't think there's any point in making a film if you know how it's going to end up. And for me, very often, nearly always, something happens that I cannot have anticipated, which ends up shaping the work and usually adding the things that I like most that were my imagination was incapable of thinking of by myself. Et en ce qui me concerne, cet élément de hasard est vraiment ce qui est le plus intéressant pour moi en tant que cinéaste. Je ne vois pas l'intérêt de réaliser un film si on connaît déjà la fin. Et souvent, ces aspects-là sont ceux que je chéris le plus et qui sont le plus importants dans mes films. C'est ceux qui apportent quelque chose que ma propre imagination aurait été incapable d'inventer. On va devoir s'arrêter ici, mais je vous remercie beaucoup, John Smith, d'avoir été présent avec nous. Et je vous souhaite une bonne suite de confinement et que la situation se résolve le plus vite possible. We have to stop now, but thank you, John Smith, for being with us, and safe lockdown, and we hope the situation will clear up as soon as possible. Me too. J'espère. Thank you very much. Bye. Bye. Merci Armel également pour la traduction, et je vais maintenant demander à Virgile Vernier, le réalisateur de Kinder Toten Leader, de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue Virgile. Merci. Bon, je vais faire une transition un peu facile, mais en un sens, et même si le film ne parle pas du confinement actuel, c'est aussi un film de confinement, un film qui remonte aux sources d'un confinement, d'un couvre-feu plutôt, qui a été ordonné en 2005 après les émeutes consécutives à la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Voilà, c'est quand même un projet que tu avais bien avant ce confinement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des circonstances de ce film ? En tout cas, sur le confinement, c'est vrai que c'est une sorte de hasard, parce que le film, je l'ai monté et pensé avant tous ces événements, et effectivement, il y a eu des choses, des motifs qui sont répétés par rapport au monde actuel, et en particulier les histoires de couvre-feu et de confinement, mais c'est totalement pas quelque chose que j'ai voulu mettre en avant, et c'est une sorte d'ironie russe de l'histoire, comme on dit, qui s'est passée là. Et ta question était du coup les circonstances du film, comment est-ce que tu t'es intéressé à ça aussi? Il y a une chose moi qui me frappe, c'est que c'est un film sur 2005. Ton premier film s'appelle Chronique de 2005. Ça se passait dans un tout autre endroit, dans le centre de Paris, avec tes amis à l'époque. Donc voilà, je me demandais un peu qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ce film sur ces émeutes. En tout cas, pour Chronique de 2005, je vais modérer deux choses que tu as dites. D'abord, c'est pas mon premier film, j'en avais fait 2 avant, mais c'est le premier long métrage. Et c'était pas vraiment le centre de Paris, c'était des gens qui habitaient pour la plupart effectivement dans l'Est, ou certains en banlieue parisienne. Et j'avais peut-être un goût déjà des marges et de gens qui n'avaient pas des conditions de vie aussi, pauvres que celles qui sont les émeutiers de 2005, mais c'était pas des gens non plus qui étaient totalement dans une situation de facilité. Comment est-ce que j'ai pensé ce film ? En fait, au départ, c'est un Éric Reinhardt, qui est donc un romancier qui a été chargé par la ville de Clichy de proposer à des gens
de faire des films autour de Clichy. Et quand il m'a proposé ça, moi, on ne se connaissait pas, j'ai spontanément pensé à ces images du journaux télévisé de TF1 qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque, en 2005. Et je lui ai tout de suite dit à Clichy, ça m'a évoqué l'idée de faire un film à partir des images de TF1. Et donc, on a réussi à avoir l'autorisation de TF1 d'utiliser ces images gratuitement. Donc, c'était la condition, quoi, que ce film puisse se faire. Donc, partant de là, mon travail a consisté à dérocher à nouveau les images qui avaient été montées par TF1, certaines non gardées par TF1. Il y a même à des moments des sons seuls que j'ai pu redécouvrir dans les rushs et j'ai pu, à partir de ce matériau, réécrire une histoire à ma manière. Il y a évidemment une vraie curiosité par rapport à ce matériau, et notamment l'idée que les séquences sont trop longues pour être passées telles quelles aux journaux de TF1 à l'époque, donc sans rentrer dans la cuisine ou la magie du film, qui d'une certaine manière, quel est le matériau que tu avais? C'était celui des reporters. Exactement, c'est des rushs bruts pour certains. En fait, c'est assez technique, mais c'est intéressant aussi, c'est que j'ai récupéré des reportages où il y avait 2 pistes audio. Une piste audio avec le son direct de l'époque et une piste en piste 2, le commentaire en voix off du journaliste de TF1. Et donc mon travail a consisté à retrouver, j'ai envie de dire un peu comme un archéologue qui retrouve sous terre des choses enfouies et qui essaie de nettoyer, d'enlever tout ce qui est superflu pour exposer ensuite comme sous une vitrine des choses qui sont assez sacrées, parce que malgré tout on a très peu d'images de ces émeutes. À l'époque, les téléphones portables étaient rudimentaires et ne permettaient pas de documenter de la part des émeutiers ce qu'ils étaient en train de faire. Donc on a plutôt très peu d'images, et il faut reconnaître que le travail des journalistes, même s'il a été complètement transformé par les commentaires qui ont été faits ensuite des journalistes, la manière d'habiller toutes ces images, on peut dire en tout cas que ces images de reporters bruts, elles ont une valeur d'archive intéressante, quoi. Quel principe de montage est-ce que tu t'es donné Quel principe de montage est-ce que tu t'es donné avec ce matériau? C'est aussi quelque chose, des images dont tu te souvenais, donc comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des choses dont tu te rappelais que tu as revues? Est-ce que quelles étaient les surprises aussi que tu as eues en découvrant ce matériau? Non, ce dont je me rappelais grossièrement, c'était des images sans fin de voitures qui crament ou de voitures brûlées, et j'ai l'impression que c'était une sorte de choses qui tournaient en boucle sur les télés de l'époque, et que c'était des images comme ça très très marquantes, et j'ai voulu rejouer cette surenchère là au début du film en montrant, en accumulant. En fait, mon film, j'ai suivi des règles de motifs, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de repenser comment chaque motif, comme la voiture brûlée, la voiture en train de brûler, j'ai fait des listes et des listes de tous les motifs qui revenaient, et j'ai, au lieu de suivre une chronologie, cherché à montrer comment ces motifs-là avaient été filmés de manière obsessionnelle par les journalistes, et comment on pouvait déconstruire, si je puis dire, ce travail dont l'intention était sensationnaliste, et on pouvait le déconstruire en le montrant banalement à la suite comme des listes de choses à faire qui auraient été décidées par les comités de rédaction, en disant: ramenez-moi des images de voitures qui brûlent, ramenez-moi des micro-trottoirs de gens énervés, ramenez-moi des micro-trottoirs de gens qui sont pour les émeutes, contre les émeutes, et tout ça, et j'ai voulu le rendre visible en remontant selon cette grille de lecture-là les images. Ce qui est surprenant, ou peut-être pas tellement, c'est que ces images font complètement mentir cette intention des télévisions, et notamment je pense à tous les micro-trottoirs qui sont très beaux et que tu reproduis dans leur quasi intégralité. Il y a vraiment des éclairs je trouve des éclairs d'intelligence, quoi. Quand ce jeune homme parle de Karcher et dit est-ce qu'on est des voitures pour se laver au Karcher, tout à coup il y a une sorte d'intelligence de la situation qui s'exprime, qui est voilà, voiture, et la réponse qui est une réponse, voilà, à Sarkozy.
Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on les monte différemment, on laisse des temps noirs entre certains plans, une fois qu'on libère aussi parfois la parole Par exemple, il y a beaucoup de micro-trottoirs qui étaient dans les reportages de TF1 couverts de voix off. Vraiment, on voyait juste la personne parler, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Et en enlevant la piste 2, d'un seul coup, la voix qui était cachée lorsqu'il a été diffusé sur TF1 apparaît, et c'est des surprises très très intéressantes. Ça, c'était la chose la plus excitante, j'ai envie de dire, en montage, c'était de redécouvrir des choses qui avaient été cachées, qui avaient été des paroles qui n'avaient pas eu lieu, mais qui existaient, quoi. Jusqu'à même, comme je te disais, des sons seuls. J'ai découvert des paroles d'émeutiers, notamment un qui critique TF1 en disant « Cassez-vous, Sarkozy n'a qu'à venir ici, comme il a dit sur TF1 », et en reprenant ça. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas été montées, qui étaient juste comme ça, des choses enregistrées par l'ingénieur du son, mais qui n'avaient pas été... et ça, c'était des très, très, très belles surprises aussi, quoi, de découvrir ça. Et évidemment, le film monte dans son aspect chronologique, monte peu à peu vers l'instauration d'un couvre-feu qui est quasiment des images de science-fiction. Et alors voilà, je me demandais d'une manière générale si évidemment, en décapant les images de leur habillage, on atteint quelque chose qui s'approche davantage de la neutralité ou de l'objectivité, mais est-ce que tu penses qu'il est possible d'être... quelle est ta manière à toi d'être neutre ou de restaurer l'égalité, disons, dans ce traitement d'une affaire qui a été instrumentalisée ? C'est vrai que bêtement, ce serait de s'effacer totalement en tant que... mettre en retrait toutes mes opinions politiques personnelles, essayer par un effet de montage, de ne pas faire d'entrechoc grossier entre une parole et une autre parole, mais donner à voir les choses de la manière la moins orientée, et donner ses chances aux matériaux cinématographiques proprement dit, c'est-à-dire la puissance d'un personnage, la puissance d'une image et du son même d'hélicoptère. Partant de là, je pense qu'il y a quelque chose d'émouvant qui peut arriver, quoi. Et d'émouvant, pas dans une émotion fabriquée effectivement par le spectacle, mais d'une émotion de quelque chose de retrouver des archives brutes de quelque chose de très très important qui s'est passé en France et qui n'est pas un simple fait divers, quoi. Justement, ce fait divers, c'est quelque chose de compliqué. Je me demandais si c'est des questions difficiles, mais est-ce que tu t'es posé la question de ta légitimité aussi à parler de cette affaire, ou peut-être pour ne pas en parler sous forme d'interdit, mais quelle était, disons, ta position dans cette histoire, quelle était ta position possible pour traiter de cette tragédie, quoi. Je me pose pas effectivement les questions en termes de légitimité, parce que c'est peut-être un défaut de ma part, mais je me sens, quand quelque chose me touche, je me sens légitime. Je suis interpellé par la chose, elle me touche, et j'ai envie de le faire le mieux possible. Ma seule exigence, c'est d'être extrêmement sérieux et de faire le mieux possible, et de n'utiliser aucune manière de cinéaste, m'effacer derrière le sujet dont je veux parler, mettre en sourdine mes obsessions cinématographiques personnelles, et parce que je sais que c'est plus fort que moi, elles vont ressortir, mais je voudrais vraiment m'effacer derrière ce sujet et ne pas faire de choses séduisantes, quoi, avec tout ça, parce que c'est le danger aussi. Donc, je sais pas, moi, deux personnes meurent qui avaient à peu près le même âge que moi à l'époque, ça me bouleverse, ça pourrait être moi, et même si je n'ai pas grandi dans la même cité que ces deux garçons, mais ça me touche, et j'essaie de le rendre criant par les moyens du cinéma, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu pour finir, hein, du titre du film, Kindertoten Lieder, donc qui est... Bien oui, c'est un titre effectivement qui vient de... Je ne me rappelle plus exactement l'auteur que Gustav Mahler a utilisé, parce que moi je connaissais surtout... quelqu'un m'a fait découvrir ce chant de Gustav Mahler qui est très beau, et c'est des ponts qui se font dans ma tête entre
Voilà, l'histoire de deux enfants morts, ça m'a fait penser à ce lamento comme ça que je voulais être une sorte de direction presque musicale qui allait m'accompagner pendant que je faisais ce film. Je voulais que c'est l'air d'un mémorial, d'un monument à leur honneur, et sans avoir besoin de proprement dit de mettre de la musique ou d'utiliser cette musique-là, qu'elle soit l'équivalent cinématographique de la beauté de ce chant de Gustave Mahler. Eh ben, merci beaucoup Virgile Vernier d'être venu ici pour nous parler de Kinder Totenlieder. Merci à vous, merci à toi Antoine. Merci Virgile. Et donc je vais, pour finir cette série de discussions, me tourner vers Christophe Bisson. Bon, alors je ne sais jamais s'il faut se vouvoyer ou se tutoyer. On avait décidé de se vouvoyer, puis on a changé, donc je vais tutoyer Christophe. Alors, on a un petit problème de retour son. Une seconde. Ça va venir. Alors là, ça marche toujours pas. En espérant qu'on puisse couper au montage. Est-ce que tu parles, Christophe? Oui. Ouais, ça marche pas. Est-ce que ton micro est branché, Christophe? Je change de... Et là, quelque chose, non? Oui, c'est très bien, ça marche là maintenant. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Super. Alors c'est parfait, on reprend. Donc merci d'être avec nous virtuellement aujourd'hui. Donc un souvenir d'archives que les spectateurs ont pu voir. C'est en réalité ton deuxième film sur la philosophe Sarah Kaufmann. Après un film qui s'appelait Sarah K, entre parenthèses, en 2014, et qui, je crois, traitait davantage des dessins de Sarah Kaufmann. Cette fois-ci, c'est un film qui traite des archives. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois ton attachement à la figure de Sarah Kaufmann et le cheminement qui t'a mené à ce deuxième film? Oui, enfin, il se trouve que j'ai été l'élève de Sarah Kaufmann à la Sorbonne Panthéon. En 93, c'était sa dernière année d'enseignement avant la retraite. C'était son cours sur Nietzsche. Et en 94, nous avons appris avec une grande stupeur et une grande sidération, enfin son suicide. Et c'est un événement qui nous a beaucoup marqué, enfin, nous, étudiants de Sarah Kaufmann, parce que c'était quelqu'un de très, très vivant, très engagé dans sa pensée, dans sa parole. Donc, ça a été quelque chose d'assez traumatisant, d'assez incompréhensible. Et cet événement, enfin, vraiment, a laissé une trace profonde. Enfin, au fil des années, j'ai continué à la lire, enfin, toujours hanté par ce suicide, enfin, qui a laissé comme ça une sorte de béance, d'incompréhension. Et peut-être 15-20 ans après, j'ai rencontré un de ses amis qui a correspondu avec elle dans les dernières années, Philippe Boutibonne. Et donc, c'était une manière pour moi d'engager un dialogue avec Sarah Kaufmann à travers sa correspondance, ses dessins. Donc, ça a donné lieu à ce film, Sarah K. Et puis, voilà, j'ai rencontré Isabelle Hullern ensuite, à qui j'ai montré le film, et qui, elle, s'occupait de structurer le fonds d'archives Sarah Kaufmann à l'IMEC, à côté de Caen, donc l'Institut de mémoire, enfin, l'édition contemporaine. Voilà, donc là, c'est une histoire avec Sarah, avec au centre, effectivement, ce passage à l'acte tragique, ouais, comme un trou.
Il y a quelque chose d'assez particulier dans le film, mais bon, qui est lié au fait que tu y invites Isabelle Hullern, qui est donc une spécialiste de l'œuvre de Kaufman, mais voilà, ce film est appelé Un souvenir d'archives, et Isabelle Hullern montre à nouveau des archives qu'elle connaît. Donc il y a cette représentation d'une émotion qui a été la sienne quand elle a découvert ces archives, mais qui pour elle ne sont plus nouvelles. Je me demandais si c'était un facteur qui avait été important pour toi au moment d'envisager ce film. Oui, absolument. En fait, on a tourné ensemble à l'IMEC au tout début de son travail sur le fond d'archives. Et je me souviens très bien, enfin, je l'ai rejoint à midi, on a déjeuné ensemble à l'IMEC et elle me racontait, m'exprimait son trouble face à la matérialité des archives, face à l'ouverture des boîtes, des documents intimes. Et elle était très, très perturbée, vraiment très perturbée. Elle me disait que cette immersion dans les archives, en plus dans le huis clos de l'IMEC, elle passait en pleine campagne, elle restait toute la journée à l'IMEC, elle dormait là-bas et elle s'est sentie hantée par les voix de Sarah Kaufman. Elle s'est sentie hantée par tout ce qui émergeait du fond des archives et effectivement, ces éléments qui se sont infiltrés en elle comme ça, circulaient dans ses rêves. Et c'était donc un moment de déstabilisation. Elle perdait un peu pied, déjà face au côté foisonnant des archives. Enfin, tout début, voilà, on est quand même débordé par tous ces matériaux. Et c'était le point de départ du désir de film. C'était voilà, cette chercheuse, Isabelle Hullern, qui commence à envisager les archives et qui se trouve hantée par le caractère spectral des archives qu'elle n'avait pas encore constituées, dont les contours n'étaient pas encore fixes. Donc ça correspond à un moment précis donc du début. Après, effectivement, elle a continué à travailler 3 ans sur le fond et au terme de ce parcours, effectivement, elle était plus dans un acte de maîtrise du fond. Et là, on est vraiment au début, donc dans ce moment assez déstabilisant où on est touché, où on est hanté par la matérialité des archives. Et le film rend compte de ça, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de temps tu as tourné Ça a été très, très rapide. Enfin, je crois qu'il y a eu deux ou 3 sessions l'après-midi. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça de très, très rapide. Enfin, d'où aussi le côté tremblé du film. Enfin, bon, on a très, très peu tourné. En général, enfin, je construis le rapport à l'espace, ça prend du temps. Enfin, là, effectivement, ça s'est fait très vite dans un seul geste et on sent que je n'habite pas complètement, avec ma caméra, je n'habite pas complètement l'espace. Enfin, voilà, ça reste très fragile, c'est sur un fil. Mais alors, en filmant, qu'est-ce que tu cherches ? Il y a cet aspect de matérialité qui est quand même très fort et qui est le point d'entrée. Disons, j'ai parlé de cette médiation du souvenir. C'est un film où le portrait de Sarah Kaufman passe par la médiation de plusieurs filtres comme ça. Et ce qui rend ça possible, c'est la matière. Et alors moi, qui suis-je pour juger de la fragilité d'une façon de filmer ? Mais en tout cas, on voit cette fidélité à la matière dans votre manière de filmer les choses. Oui, c'est vrai. Enfin, en filmant très très près la peau la peau des archives, la peau des documents et les gestes, être au plus près des gestes, de la respiration d'Isabelle. Effectivement, l'espace autour est comme un écrin flou. On voit assez peu la salle de lecture. Donc, il s'agissait pour moi, enfin, c'est comme ça que je le sentais, d'être au plus près des choses, enfin, presque touché du regard ces matériaux et puis toucher la présence
d'Isabelle et aussi de Pascal, qui est son interlocutrice, et créer une intimité pour permettre la montée de de ces fantômes qui hantent les archives et dans le silence comme ça de la salle de lecture. C'est comme peut-être passer à travers le miroir, c'est être au plus près des choses pour presque passer au travers. Enfin, le regard traverse les choses en étant dans une hypermatérialité. Enfin, quelque part, le regard finit par traverser. Et cette matérialité-là concerne aussi l'élocution d'Isabelle Hullern, et de la formation de ses pensées. Et moi, ça me fait vraiment penser à votre film Au Monde, quoi. C'est comment est-ce que les choses viennent à la surface et cet intérêt pour une espèce de dimension intermédiaire des choses, que ce soit le langage, que ce soit la vision. Oui, tout à fait. Alors, la différence Au Monde, c'est un film qui était mis en scène. Enfin, on travaillait les récits. Le personnage et moi, là, vraiment, j'étais aux côtés d'Isabelle et de Pascal qui dialoguaient entre elles, et j'accueillais leurs paroles, mais je donnais très, très peu de direction. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup dans la parole d'Isabelle, c'est qu'elle laisse une place à ce qui vient de sa sensibilité, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à écraser par la pensée ou les idées déjà constituées, ce qui vient des archives et qui vient perturber ces idées. Enfin, le contact avec les archives vient heurter une construction intellectuelle, et il y a comme un bouger photographique, comme un vacillement, elle n'est plus très sûre. Et cette émotion, je crois qu'elle est assez palpable dans sa parole. Et parce qu'elle a su être à l'écoute de sa propre sensibilité. Peut-être une dernière question pour terminer. C'est un film qui a été monté avec Claire Atherton. Oui. Voilà. Pourquoi Claire et comment est-ce que Claire a accueilli ce matériau? Oui, alors c'est toujours une aventure assez magique. Le travail de montage avec Claire, c'est le troisième film qu'on monte ensemble. Claire travaille vraiment dans l'écoute sensible des matériaux, c'est-à-dire elle ne lit jamais les projets avant. Bon, on en parle un petit peu, mais pas trop. Elle découvre, pour elle, c'est vraiment important de découvrir la matière, les images et les sons, de travailler dans le fil du bois, mais dans une écoute profonde, en laissant émerger les choses de manière organique, sans surimposer un discours. Et c'est vrai que c'est ce qui est magique dans le travail avec elle, c'est que ces images que j'ai filmées, ces sons que j'ai enregistrés, évidemment, je les connais bien, mais par son travail de montage, ces images et ces sons reviennent dans un agencement complètement inédit et qui redonne une fraîcheur, une vitalité à ce qui s'est passé. Et c'est toujours vraiment une émotion particulière. Il y a quelque chose de la transfiguration presque. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, au film, notamment au niveau du montage son. C'est elle qui fait le montage, c'est-à-dire que on fait pas d'abord le montage image et après le montage son. C'est un seul mouvement, un seul geste, et il y a une organicité qu'elle trouve, qu'elle dégage dans un seul geste. Bien, on va devoir s'arrêter ici, mais je te remercie beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous et pour ton film Un souvenir d'archives. Merci à vous merci. Cette sélection et cet accueil. Merci. Bonne suite de couvre-feu, confinement. Oui, je ne sais pas. Et j'espère à bientôt dans les salles. Merci. À bientôt, Christophe. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Bien, on va s'arrêter ici, donc. Et je laisse place à la prochaine séance.